Merci pour le conseil, mais est-ce que vous êtes au courant de l'actualité à Libreville avec les échauffourées qui se sont déroulées pour la candidature, le dépôt de candidature du candidat Ali Bongo? Écoutez, je suis les événements d'heure en heure. J'ai assez d'informateurs sur place pour me tenir au courant de ces échauffourées, de ces événements qui m'inquiètent beaucoup. Ces événements que j'ai annoncés il y a quelque temps se produisent, hélas. J'aurais voulu qu'ils ne se produisent pas. Et tous les Gabonais en âge de se souvenir ne peuvent que faire le rapprochement entre ces événements et ceux du début des années 90. On sait comment tout cela s'est terminé et aujourd'hui j'ai peur, je vous le dis très très franchement, j'ai peur parce qu'à l'époque ces événements se sont produits, il y a eu des incidents violents, des incendies, peut-être même des morts d'hommes, mais il y avait à la manœuvre un homme d'une qualité exceptionnelle qui savait gérer les événements tragiques. Je veux parler d'Omar Bongo Ondimba. Et il a su faire la lecture des événements, avoir la préscience de l'avenir, et tout est rentré dans l'ordre. Mais aujourd'hui, j'ai peur que l'homme à la manœuvre ne soit pas capable de faire face à ces événements et de les comprendre parce qu'il refuse tout dialogue, il refuse d'être à l'écoute. C'est pas faute d'avoir essayé de le convaincre d'inviter les leaders de l'opposition, d'inviter les leaders syndicalistes, d'inviter les gens de la société civile, de faire appel à un homme que je respecte, que le président Omar Bongo respectait, à Marc Ona, mais tout cela n'existe pas. Et j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Vous avez peur, mais vous avez peur, mais est-ce que vous avez écouté le discours d'Ali Bongo hier après le dépôt de sa candidature? Bien sûr que je l'ai écouté, et c'est pour cela que j'ai peur, monsieur. Ce n'est pas le discours d'un candidat prêt à faire face aux élections, à la prochaine élection présidentielle. Il est admis à concourir, à faire face avec lucidité et avec sang-froid. Je le regrette beaucoup. J'ai fait le choix avec mes amis d'Ali Bongo Ondimba en 2009 et j'ai peur que son entourage ne le pousse à commettre l'acte dangereux. Voilà, j'ai peur, monsieur. Vous avez peur, mais vous avez accordé un entretien à une télévision africaine, Vox Africa pour la nommer. On a dit que le Gabon était un pays xénophobe. Qu'est-ce que vous pouvez réagir par rapport à ça? Vous qui connaissez si bien le Gabon. Écoutez, je pense connaître le Gabon et je pense connaître les Gabonais. La première fois que j'ai mis les pieds au Gabon, c'est en 1982. Jacques Chirac m'avait demandé de le rejoindre à Libreville. C'était une réunion de l'association des maires francophones. Et c'est là que Jacques Chirac m'avait présenté à Omar Bongo Ondimba en 1982. Et depuis, je n'ai plus jamais quitté et Omar et le Gabon. Et j'ai eu cette chance, monsieur, dans les semaines et les mois et les années qui suivent, de faire la connaissance de Gabonais, si vous voulez, d'origine africaine, autre que le Gabon. Je pense à Mamadou Diop, secrétaire général de la présidence de la République. Je pense à Samuel Dosso, qui ont exercé l'un et l'autre des fonctions éminentes auprès d'Omar Bongo Ondimba.
C'était des hommes, l'un d'origine sénégalaise, l'autre d'origine béninoise, qui non seulement étaient compétents, mais c'était des gens d'une extrême discrétion. On ne les voyait pas, on ne les entendait pas. Et aujourd'hui, c'est facile de dire que le Gabonais est xénophobe. Non, le Gabonais n'est pas xénophobe. Il y a des Maliens, il y a des Sénégalais, il y a des Centrafricains, il y a des gens de tout pays au Gabon. Seulement, la crispation vient du fait qu'il y a, aux côtés du président Ali Bongo Ondimba, des hommes qui gagneraient, ou qui auraient gagné à servir, si vous voulez, le président et le Gabon, mais de manière beaucoup plus discrète. C'est facile de dire que le Gabonais est xénophobe, il ne l'est pas. Les Gabonais, dans leur grande majorité, ont appelé directement ou indirectement le président Ali Bongo Ondimba à essayer d'éloigner de lui des hommes qui cristallisent cette opposition, et il se trouve que ces personnes ne sont pas gabonais à 100%. C'est facile de dire qu'on est xénophobe. Non, le Gabonais n'est pas xénophobe. Et je sais, monsieur, puisque vous offrez la possibilité de m'exprimer, je sais, parce que j'ai gardé le contact avec les gens du premier cercle au Gabon, les gens du Haut-Ogooué, je sais que Libongo Ondimba a été approché par sa famille, par ses tantes, par ses oncles, pour lui demander de faire en sorte que son directeur de cabinet et que d'autres serviteurs de l'État soient éloignés du premier cercle. Non pas de les renvoyer, pas du tout, mais de leur demander d'être un peu plus discrets et qu'ils exercent leurs fonctions loin du centre du pouvoir. Le Gabonais n'est pas xénophobe. Je pense avoir répondu à votre question. Vous qui connaissez si bien Meksan Krombessi et Seydou Kane, quel rôle joue-t-il auprès du président Ali? Je ne l'ai jamais dit. Lorsque Meksan Krombessi, il y a 2 ans, a été mis en garde à vue et qu'il a eu des problèmes avec la brigade financière, avec la police et avec la justice, les journalistes du Monde avaient fait un long papier sur Meksan Krombessi, première page et en page intérieure, où il disait que Meksan était le collaborateur gênant du président Ali Bongo Ondimba. Et le journaliste à l'époque m'avait demandé mon opinion. Dans un article extrêmement virulent contre Meksan, j'avais eu, je pense, le courage de dire que Meksan Krombessi était un homme intelligent, un nationaliste qui aime son pays et qui aime le continent africain. Je n'ai jamais jusque-là dénigré Meksan Krombessi. Ça a été la seule parole élogieuse pour Meksan Krombessi dans le monde il y a 2 ans. Et j'ai vu Meksan Krombessi. Vous savez, tout au long de ces 7 ans, j'avais des contacts téléphoniques nombreux avec Meksan. Il venait me voir, me faisait l'amitié de me voir, de venir me voir à mon cabinet. Nous parlions longuement. Et je lui avais dit, tu sais Meksan, écoute-moi bien. J'ai connu Jean Collin, ministre de l'Intérieur de Senghor, ministre d'État, ministre de l'Intérieur d'Abdou Diouf. C'est un administrateur de la France d'outre-mer qui avait tous les pouvoirs au Sénégal, mais il était discret et il donnait de bons conseils aux 2 chefs d'État. J'ai connu le gouverneur Djinéré, directeur de cabinet du président Fouet-Boigny, pendant 35
administrateur de la France d'outre-mer, gouverneur de la France d'outre-mer. Cet homme, on ne le voyait jamais. Il était là, tous les pouvoirs lui appartenaient, mais c'était le président Houphouët qui décidait dans sa majesté. Au Sénégal, c'était Senghor et Abdou Diouf qui décidaient dans leur majesté. Je lui ai dit, Mexan, s'il te plaît, ouvre le pays au dialogue. Tu as une influence énorme sur le président Ali Bongo Ondimba. Tu es un homme intelligent, tu le sais bien. Fais en sorte que le dialogue s'installe au Gabon, que le président dialogue avec tout le monde. En face, ce ne sont pas des irresponsables. Il y a un vice-président de la République, le seul vice-président de la République au Gabon. Tu as tous les anciens premiers ministres du président Omar Bongo Ondimba. Tu as tous les anciens barons du régime qui sont là depuis 40 ans. Et il m'avait répondu ceci: on ne fait pas du neuf avec du vieux. Je dis, Mexan, tu es dans l'erreur. Je t'en supplie. Mais aujourd'hui, l'histoire qui s'écrit au Gabon, hélas, me donne raison. Et s'il y avait un homme, un seul homme, qui pouvait éviter ce qui se passe au Gabon, c'était Mexan. Et qu'il me pardonne ce que je vais dire. Il a failli à sa tâche. Après, c'est tout. Quant à Seydou Khan, je l'ai connu par Mexan Tombesi. J'entretenais avec lui des relations véritablement fraternelles, faites d'estime, d'affection et de respect. Et je voyais, j'entendais tout ce qu'on reprochait à Seydou Khan au Gabon. Je recevais tous les leaders de l'opposition, je recevais des gens de la société civile, je recevais des gens du village d'Ali Bongo Ondimba. Je lui ai dit, tu sais, Seydou, fais comme Bolloré, fais comme Bernard Arnault, fais comme tous ces grands industriels qui ont fait la France. Ils sont bien avec le pouvoir, mais ils ne le fréquentent pas de manière trop rapprochée. Les régimes passent, mais le pays demeure, c'est tout. Le régime passe, mais le peuple demeure, c'est tout. Essaye d'être moins visible aux côtés des gens du pouvoir. Tu es trop accolé aux gens du pouvoir. Il ne m'a point écouté. Et quand je lis dans la presse que sénégalo-malien est le ver de chèvre, dernièrement j'ai lu ça dans une lettre, cela me fait beaucoup de peine. Parce que je vous assure que Seydou aime le Gabon. Seydou aime les Gabonais. Seydou aime le pays qu'il a accueilli, qui lui a permis d'être ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un homme riche. Mais Seydou est entré dans un domaine qu'il ne maîtrise pas, c'est le domaine politique. Il lui est arrivé aujourd'hui, dont il va lui arriver, ce qui est arrivé à Bernard Tapie. Bernard Tapie était un homme d'affaires supérieurement intelligent. Mais du jour où Mitterrand l'a nommé au gouvernement, et c'est là qu'il a commencé à plonger. Et on sait ce qu'est devenu Bernard Tapie aujourd'hui en France. Je pense avoir répondu à votre question là aussi. Justement, vous, en tout début de cet entretien, vous avez parlé de ce qui est arrivé au Gabon. Les Gabonais, à chaque sortie que vous faites à travers TV+, ou d'autres médias, les Gabonais vous entendent et vous écoutent. Vous dites que vous avez sollicité Ali en 2009 avec vos amis. Pour les Gabonais, est-ce que vous avez la solution pour qu'Ali Bongo parte du Gabon? Monsieur, je vais vous répondre ce que j'ai toujours dit à tous les Gabonais qui viennent me voir. C'est aux Gabonais de régler leurs affaires. Je suis convaincu que aujourd'hui, aucune puissance, quelle que soit sa grandeur, ne
s'amusera à interférer dans les affaires gabono-gabonaises. Il faut arrêter de rêver. Ce qui était possible avant ne l'est plus aujourd'hui. Les peuples africains sont majeurs, les populations africaines sont majeures. Et aujourd'hui, nous vivons à l'époque de la mondialisation, à l'époque d'Internet. On ne peut plus faire ce qui était possible avant. C'est aux Gabonais de le faire. Il y a des élections. Les candidats doivent remplir certaines conditions. Ils doivent produire des documents leur permettant d'être candidats, d'être déclarés éligibles par la Sénat et je crois par la Cour constitutionnelle, que ces documents produits par tous les candidats soient examinés à la loupe. Ah, je dis bien à la loupe. Et je ne vois pas. C'est au peuple gabonais de décider. Mais je ne suis rien. Je suis un homme qui aime l'Afrique, né en Afrique, qui aime tout particulièrement votre pays. Je l'ai toujours dit. Et s'il devait m'entendre, j'appelle Ali Bongo Ndimba à examiner la situation avec le cœur d'un homme d'État soucieux des intérêts de son pays. L'intérêt supérieur du Gabon, l'intérêt supérieur des Gabonais commande au chef de l'État d'être le plus lucide possible. Je sais qu'il y a eu des frictions entre nous. Je lui garde quelque part une petite confiance. Je ne sais pas. Est-ce qu'il va réagir devant le côté tragique des événements hier, aujourd'hui et surtout demain? Je lui demande d'être extrêmement lucide et d'avoir en mémoire les leçons de sagesse qu'a pu lui procurer le président Omar Bongo Ondimba. C'est tout. Je n'ai rien d'autre à dire ou à répondre à cette question. Merci beaucoup, Maître Robert Bourgi. Ce fut un plaisir pour nous de vous avoir à nouveau sur TV+. Permettez-moi d'invoquer l'Éternel et de lui demander de veiller sur le Gabon et de veiller sur les Gabonais. Et là où il est, je demande à Papa Omar de veiller sur son pays. Un pays qu'il a tant aimé, un pays qu'il a fait respecter pour lui et pour lui. Merci beaucoup, monsieur.